on n'y est plus. On reprend. So close, in on a half. Un truc du genre. Allez, un autre tube des années 80. Qu'est-ce que je pourrais vous jouer que j'ai pas encore joué? Je n'étais rien, et voilà, aujourd'hui, je suis le gardien du sommeil de ces nuits, je l'aime à mourir. Vous pouvez écrire tout ce qu'il vous plaira, elle n'aura qu'à écrire l'espace de ses doigts pour tout reconstruire, je l'aime à mourir. Elle a gommé des chiffres, des horloges de papier. Elle a fait de ma vie des cocottes en papier, des éclats de rire. Bon, on va y aller peut-être au bout d'un moment. La mort, l'amour, la coiffure, moi je veux bien, mais... Tu veux clapper devant ton visage? On y va. On est synchronisés là. C'est top. Alors donc, moi Nicolas, je l'ai rencontré, bah, quoi, il était grand comme ça, hein, à peu près. Je me donnais des petites tapes dans le dos. J'ai dit, allez mon jeune garçon, tu peux y arriver, tu peux le faire. Et il était là, il était rabougri, il était pas content. Il avait ses poings dans les petites poches, je me rappelle. 2 poings comme ça, bien serrés au fond de ses poches. Puis, j'irai pas, j'ai peur. Et moi je lui ai dit, bah écoute Nicolas, tu sais quoi, la peur, ça n'évite pas le danger. C'est pas parce que tu as peur qu'il faut pas que tu y ailles. Bon, voilà. Est-ce que tu peux dire quel jour on est, quelle date? Nous sommes aujourd'hui le lundi, à peu près le 2 novembre, je crois. Nous sommes peut-être le mardi 2 novembre, à cause du putain de pont du 1er novembre, où je me suis bien galéré. Avec un monsieur qui devait m'enlever un conduit de cheminée. Bref, reloutré. Et surtout, il m'est arrivé un grand malheur, puisqu'on a volé la draisienne de mon fiston. Donc je passe un appel à Instagram. Si vous trouvez le voleur d'une draisienne de jaune de marque Strider, j'offre $1 million pour la retrouver. Elle a été volée à 18h07 devant le stand du Bon Marché où le pain d'épices joue les pom-pom girls. D'accord. Tu peux me donner ta date de naissance? Je suis né le 27 février 1978 à Ris-Orangis. Ne faites pas le calcul, j'ai 28 ans. Alors, ok. Et je m'appelle Wilfried. On est dans tes bureaux là, c'est ça? Oui, nous sommes dans mes bureaux, nous sommes chez Superprof.
Et je suis très content de te recevoir, Nicolas. Je montre. Voilà. Bon, c'est quoi? C'est 1000 mètres carrés, hein, de toute beauté, en plein cœur dans le 10e arrondissement. Et on a emménagé il y a 6 mois, juste après avoir survécu effectivement à cette saloperie de virus. On a pu réintégrer nos beaux bureaux tous ensemble. Ça t'a fait quoi, ce passage-là, l'épidémie? Oh, rien, nouveau défi à relever. Voilà, j'étais très content de passer à la maison avec ma femme et mon fils. J'étais très content de passer beaucoup de temps avec mon fiston. Et surtout, écoute, ça s'est très bien passé pour nous. Moi, je me suis vraiment mis en mode guerre. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a dû rester chez nous, je me suis dit, voilà, c'est comme si c'était la fin du monde, en tout cas pour la société. Et moi, j'avais un peu plus de 100 salariés à protéger, on va dire. Et donc, il fallait absolument que coûte que l'activité continue. Et donc, mode guerre, c'est-à-dire vraiment, on s'est bunkérisé et on a travaillé d'arrache-pied. D'abord, en aidant tous nos enseignants à s'équiper, on les a rassurés énormément et on leur a trouvé plein d'astuces pour qu'ils puissent continuer à donner des cours. Et puis après, la deuxième partie de l'activité, c'était d'évangéliser un peu tout le monde, c'est-à-dire leur montrer qu'on pouvait, en fait, apprendre à peu près tout ce qu'on voulait par webcam. Voilà, donc, et en fait, c'est vrai. Donc, il y a eu vraiment un changement de paradigme après ça, puisque avant, personne n'imaginait qu'on pouvait prendre un cours de batterie ou cours de cuisine à distance, et maintenant, tout le monde s'est rendu compte que c'était possible. C'était peut-être pas le truc le plus parfait, le plus idéal, parce qu'il y a quand même le côté touché, le côté senti qui est difficile à avoir par webcam, mais tout le monde s'est rendu compte qu'on pouvait apprendre effectivement à distance et qu'avec le temps libre que ça nous donnait, eh bien, les gens sont mis à prendre beaucoup de cours. Donc voilà, on a passé un très très bon confinement. Le plus difficile, c'était de ne pas avoir mes équipes et de ne pas être avec eux. Voilà, parce qu'on est un collectif de jeunes, on va dire, mis à part moi, hein, il suffit de très jeunes qui sont extrêmement jeunes. Et donc voilà, un collectif de gens, et on est une grande famille, on travaille beaucoup ensemble et on a besoin de se parler, beaucoup besoin d'échanges. Et en fait, les échanges à distance, ça prend un temps infini. Tu es au téléphone avec l'un, tu veux appeler l'autre, un truc que tu prendrais 2 minutes à obtenir parce que tu le vois dans le bureau d'à côté, tu mets 3 heures parce qu'un coup c'est lui qui est en ligne, un coup c'est toi. Donc le temps est énormément étiré. Voilà, c'est bien passé. C'est quoi la qualité humaine que tu apprécies le plus? C'est dur à dire. Celle que j'apprécie le plus, je dirais, c'est la bienveillance et l'amour. Point. Voilà. C'est ça la qualité humaine qui, à mon avis, est la plus importante. Puisque du coup, de là découle le respect, de là découle l'amitié, plein de choses super positives. Donc vraiment, moi, je pense qu'il faut s'aimer. Et ça serait quoi le contraire de l'amour et de la bienveillance? La tristesse, je dirais. Ouais. D'ailleurs, j'en profite pour te dire que je t'aime beaucoup, Nicolas. C'est découle, important de se le dire. Ça découle d'où, tu penses, la tristesse? En général, c'est quoi l'origine de la tristesse? Toi, par exemple, tu as été confronté à la tristesse? Probablement, mais comme j'ai une mémoire de poisson rouge, j'ai vite oublié cette tristesse. Mais bien sûr, j'ai été confronté à la tristesse, mais moi, tous les matins, il fait beau, la vie est belle, donc j'ai fait mon tour de bocal, et je me réveille et je recommence à zéro. Donc j'ai oublié mes moments de tristesse. Je pense que la chose la plus triste, selon moi, c'est vraiment de perdre son temps. Voilà, parce qu'effectivement, on a un temps défini. Et donc la vie est tellement belle, il y a tellement de choses à faire, tellement de gens à rencontrer, de choses à découvrir, de choses à expérimenter que c'est ça le plus triste à mon avis, c'est de perdre son temps et de rester bloqué dans des petits circuits qu'on se fait un peu dans le cerveau, alors que franchement la vie est tellement chouette. Enfin, voilà. Tu as commencé à répondre un peu à ma prochaine question, c'est quelle est la meilleure façon pour perdre son temps, pour le coup? La meilleure façon de perdre son temps, je pense que c'est de ressasser le passé. Puisqu'en ressassant, du coup, on reste enfermé dans des boucles, on a du mal à s'en sortir. Voilà. C'est un lieu commun de dire qu'il faut aller de l'avant, mais c'est ça, je dirais, sortir de ces boucles et puis tenter des aventures, rencontrer des gens, parler. La vie est un terrain de jeu
incroyable. Voilà, en plus en France, on a vraiment beaucoup de chance parce qu'on est dans un pays incroyable et très beau et très sécurisé. Donc on a vraiment tout pour jouer. Donc voilà. Quand tu étais petit, tu avais un rêve? Ouais, quand j'étais petit, je voulais être patron et monter des sociétés. Voilà. Enfin, ça c'est quand j'étais petit. Quand j'étais tout petit, je voulais être plongeur sous-marin. Et mon papa m'avait dit, mais tiens, mais tu gagnes pas ta vie en étant plongeur sous-marin. Eh bien, j'avais trouvé un modèle économique, j'avais dit, je prendrais en photo les plus beaux poissons que je vendrais dans les magazines. Et donc ça y est, du coup, plongeur sous-marin, ça devenait un vrai métier. Et j'ai dû attendre 35 ans pour faire ma première plongée à Bali, avec un pote qui m'avait organisé ça. Et donc voilà, donc j'en ai pas fait mon métier. Mais quand j'étais ado, on va dire, mon rêve c'était de patron. Je ne savais pas du tout ce que c'était, mais je rêvais. J'ai retrouvé des potes de quatrième, du collège, qui me disaient, mais en quatrième, tu me disais que tu voulais monter ta société. Mais je ne savais même pas ce que c'était. C'est comme quand on dit je vais faire un tour du monde. Toi, Mais c'était pour moi le nouvel explorateur, si tu veux. Le nouveau conquérant, c'était celui qui montait une société qui était libre, qui fabriquait lui-même son travail, qui avait une équipe, qui menait un projet. Enfin, ça m'a toujours fait rêver et ça me fait toujours rêver aujourd'hui. Voilà. Et est-ce que tu penses qu'il y a des aspects dans ta vie où tu fais de la plongée sous-marine? De l'apnée, tu veux dire? Ah, c'est une bonne question. Est-ce qu'aujourd'hui dans ma vie j'ai le sentiment de partir en exploration avec des bouteilles sur le dos tous les jours, je pense. Tous les jours quand je viens au bureau, là j'ai des millions d'aventures à vivre et à lancer. Après, c'est vrai que mon équipe, je les ai plutôt baptisés mes oiseaux, c'est comme ça que je les appelle, et pas mes poissons. Mais je peux réfléchir à les renommer mes petits poissons, quoi. Tu disais que tu as la mémoire du poisson rouge. C'est pour dire que justement tu te préoccupes pas trop du passé? Oui, et surtout que tous les jours je me réveille que la vie est belle. J'ai une tendance à largement oublier les choses négatives ou qui pourraient sembler négatives. Voilà, je n'y pense plus. Et surtout, j'ai appris quelque chose. Voilà, je me réveille le matin, il fait beau et je vais m'amuser. Si tu avais la possibilité de retourner dans un moment difficile de ton enfance ou de ton adolescence, tu te donnerais quel conseil? Déjà, alors je ne saurais pas te dire un seul moment difficile de mon adolescence. Maintenant, si je cherche bien, je vais peut-être te trouver un petit tracas qui m'est arrivé, genre j'ai cassé mon lacet en cours de récré, mais non, franchement, j'ai eu une enfance mais particulièrement très heureuse. Et je remercie mes parents d'ailleurs, parce que ils m'ont apporté énormément de choses, énormément de bonheur, donc voilà, je suis quelqu'un de très joyeux, grâce à eux. Mais si je devais me donner un conseil, et si je pouvais me parler, eh bien, écoute, je crois que je ne me dirais absolument rien, parce que ça gâcherait un peu la surprise. Et j'adore les surprises. Maintenant, tu as un fils, toi, et tu viens de dire, c'est grâce à tes parents que tu es quelqu'un de très joyeux, que tu as... Quelle est la part de l'inné et quelle est la part de l'éducation, tu penses, dans ce qui nous conditionne et nous prépare face à la vie? J'ai tendance à penser qu'il y a 90% d'inné et 10% d'acquis. Voilà, les enfants naissent déjà avec une personnalité tellement forte et tellement puissante qu'on ne peut pas faire grand-chose. On a le sentiment de pouvoir avec l'éducation et compagnie. Mais je crois que c'est un tout petit impact. Mais cela dit, pour les 10% qui restent, pourquoi je remercie mes parents? Parce que moi, pendant toute ma vie, j'ai vu des parents amoureux qui se faisaient des bisous, qui s'embrassaient, qui s'amusaient. Donc voilà, tout ça, ça rend, du coup, ça m'a fait gagner 10% de joie en plus, quoi. Voilà. Mais je pense que non, tout est très inné. Et mon fiston, écoute, voilà, moi j'essaie de combler ces 10% du mieux que je peux en étant la meilleure version de moi-même. Voilà, j'essaie tous les jours de me dire, voilà, comment être quelqu'un de chouette, sympa, attentionné, bienveillant, avec beaucoup de panache, beaucoup de sans ne pas compter, ne pas jouer de la mesquinerie, ne pas avoir peur, tout dépenser en une journée, voilà, de vivre un peu comme ça, avec beaucoup d'élégance, pour donner effectivement un truc sympa à voir à mon fils, quoi. Est-ce que tu penses avoir appris quelque chose déjà de ton fils?
Ah oui, j'ai appris quelque chose que je ne savais pas que je pouvais aimer aussi fort une autre personne sur Terre. Parce que je suis absolument fan de mon fiston. Mais il est absolument incroyable, hein. Faut que je vous le présente, mais non, c'est un être exceptionnel, Olympe. Tu penses que c'est ça l'amour inconditionnel, du coup? Est-ce que c'est quoi l'amour inconditionnel? Est-ce que c'est ça? Est-ce que tu le connais? Qu'est-ce que tu en penses de ce concept? Je pense que c'est marketing. Et alors, une autre question par rapport à tes parents. Toi, tu as appris quelque chose de ton fils. Est-ce que tu penses qu'ils ont appris quelque chose de toi, tes parents? Oh, Tu as le sentiment qu'ils ont appris quelque chose? Oh bah probablement qu'ils ont appris quelque chose, j'espère. Sinon c'est dommage pour eux, quoi. Parce que du coup, quand on est enfant, du coup, on peut pas apprendre. C'est eux qui doivent apprendre de nous. Mais oui, bien sûr qu'ils ont appris plein de choses, c'est évident, quoi. D'ailleurs, moi, Tu veux dire, on ne peut pas leur enseigner forcer ouais, ouais. Disons que si tu as envie d'apprendre avec un enfant, tu apprends. C'est pas ton enfant qui va te forcer à apprendre quelque chose, mais c'est une envie des parents, quoi. Mais non, moi j'ai de bonnes relations avec ma maman aujourd'hui. Et on s'entend très très bien. Et voilà, on est passé dans un mode de relation qui est très amical et bienveillant. Et ça se passe très très bien. Bref. Tu voulais être patron, créateur d'entreprise quand tu étais enfant. Ouais. Mais et pourquoi tu penses que ça s'est organisé autour de l'apprentissage? Tu peux raconter peut-être éventuellement un petit peu la genèse de ce projet où tu avais fondé le premier site et qui avait fonctionné un peu à ta grande surprise? Ouais, alors déjà, moi j'ai un gros penchant pour l'éducation, hein. Bon, je suis fils d'enseignant, donc c'est vrai que... Ça vient de là, tu penses? C'est dur à dire. Est-ce que ça vient de là? Est-ce que ça vient du fait que j'ai détesté mes profs pendant toute ma scolarité et que je me vengeais en les faisant travailler? Non, je plaisante. Non, je pense que ça vient il y a plusieurs facteurs qui t'amènent à ça. Déjà, je crois vraiment que l'éducation guérit énormément de maux sur Terre. C'est-à-dire que la peur, les guerres, toutes ces choses-là qui sont engendrées par des méconnaissances, des peurs de l'autre, seraient sauvées par des gens beaucoup plus éduqués, beaucoup plus intelligents, qui réfléchissent, qui tendent la main vers l'autre. Il y a beaucoup de choses qui ont été écrites sur la philosophie, sur l'aspect de l'humain, et si les gens connaissaient tout ça et n'étaient pas enfermés dans des dogmes, eh bien, il y aurait beaucoup moins de haine sur Terre, quoi. Premier point. Donc l'éducation, c'est quelque chose, pour moi, qui va vraiment changer le monde. Ensuite, après, donc, je dis fils d'enseignant, et surtout, moi, ma scolarité, j'étais un moyen élève, j'avais du bol, j'étais bon en maths, mais je n'étais pas hyper bon à l'école parce que j'étais très indiscipliné. Et il y a vraiment quelqu'un qui m'a mis le pied à l'étrier, c'est mon prof de physique en maths sup, et pour lui, en fait, si tu veux, j'ai eu un mentor où j'ai eu envie de me dépasser, de travailler comme un fou, et du coup, d'avoir quelqu'un comme ça qui me regardait en me disant « Allez, vas-y, fonce, vas-y, tu peux aller, c'est bien Granier, c'est bien !» Eh bien, voilà, ça m'a transformé ma vision de l'école, et j'ai réussi à faire mon école d'ingénieur et compagnie. Donc, tu vois, fils d'enseignant, le fait de croire que l'éducation, c'est quelque chose vraiment de très puissant et très impactant sur Terre, et d'avoir eu ce prof, M. Everards, que j'embrasse, du lycée Buffon, qui m'a aussi fait complètement changer de paradigme sur la façon d'apprendre à l'école, eh bien, voilà, je me suis lancé spontanément dans un premier site où je mettais en relation les profs et les élèves, comme un site de petite annonce. C'était à l'époque, j'allais dire du Minitel, mais pas loin, mais tu vois, où c'était vraiment très archaïque, et puis qui a bien fonctionné, hein, voilà, et puis que j'ai un peu laissé de côté parce que j'avais d'autres ambitions, d'autres sites à monter, j'avais trouvé un associé et compagnie. Et puis à 7-8 ans, en fait, j'ai eu envie de revenir à mes premiers amours, et en lançant voilà, un espèce de Airbnb du prof particulier, où vraiment on va créer de la confiance entre deux individus, assez de confiance pour que ces deux individus aient envie de se rencontrer, et envie de transmettre et apprendre quelque chose. Et voilà, comme tu le sais, je voulais avoir de l'impact, donc du coup je me suis dit, si je le fais, du coup je le fais de façon internationale, et c'est comme ça que le projet Super Prof, en fait, avec la promesse de trouver le professeur parfait dans tous les domaines, est né en août 2013 depuis la plage de Biarritz. Pourquoi la plage de Biarritz? Parce que j'étais en vacances là-bas, Nicolas, et que je voulais pas rater la rentrée, et que à un moment il faut le lancer à l'eau, et pour se lancer à l'eau, quoi de mieux qu'être au bord de la mer? Je
te remercie beaucoup. J'ai pas fini. Ah, t'as pas fini. Tu nous fais un petit... Non, je plaisante. Un petit accord, un truc qui te fait plaisir. Écoute, j'ai un message personnel à te faire passer, Nicolas. Il va falloir que tu retiennes bien la dernière phrase. En fait, aujourd'hui, j'ai écouté un podcast de Mathieu Stéphanie, que c'est un mec que j'apprécie énormément, qui enregistre avec beaucoup d'entrepreneurs. C'est des formats très très longs, ça dure 2h30, 3 heures. Et aujourd'hui, il a dit un truc, il a dit il faut dire je t'aime. Il faut dire je t'aime à ses parents, on le dit pas assez, c'est important. Bon, c'est un peu bisounours, hein, mais en fait, ça a résonné en moi. Je me suis dit, putain, mais c'est vrai, en fait, il faut dire plus je t'aime aux gens. Alors voilà. Moi, je n'étais rien et voilà qu'aujourd'hui, je suis le gardien des sommets de ces nuits. Je t'aime à mourir. Merci Nicolas.